Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation de synthèse numéro 4 avec deux exercices, l'un sur l'étude d'une fonction avec calcul de ses limites, calcul de sa dérivée, étude de sa convexité, résolution d'une équation f de x égale 1 et deuxième exercice, un exercice de géométrie dans l'espace, hors équation paramétrique de droite et équation cartésienne de plan. Donc, soit la fonction f définie sur R par f de x égale x carré moins 2x moins 1 fois exponentielle x. On note CF la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé. Précisez la limite de la fonction f en plus l'infini. Alors, on doit donc déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 2x moins 1 dans un premier temps. Donc pour cela, je vais déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini en mettant en facteur x carré. Ça fait 1 moins 2 sur x moins 1 sur x carré. Et à ce moment-là, la parenthèse tend vers 1, x carré tend vers plus l'infini, donc ça fait plus l'infini. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x, on sait que c'est plus l'infini. Et donc, par produit, on en déduit que la limite de la fonction f quand x tend vers plus l'infini, ça va être plus l'infini. Deuxième question, petit a. Précisez la limite de la fonction f en moins l'infini. F de x, il est égal à x carré moins 2x moins 1 que multiplie exponentielle x. Si je mets x au carré en facteur, ça nous fait 1 moins 2 sur x moins 1 sur x carré que multiplie x carré exponentielle x. Je détermine la limite quand x tend vers moins l'infini de la parenthèse. 1 moins 2 sur x moins 1 sur x au carré a pour limite 1. La limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré exponentielle x, elle est égale à 0. En effet, on a vu que quel que soit n appartenant aux entiers naturels, la limite quand x tend vers moins l'infini de x exposant n fois exponentielle x, elle est égale à 0. C'est le théorème de croissance comparée, exponentielle x étant plus rapide au niveau de la croissance que x au carré. Et donc, par produit, on en déduit que la limite quand x tend vers moins l'infini de notre fonction f de x, ça fait 0 fois 1, ce qui fait 0. Question B, que peut-on en déduire graphiquement pour la courbe CF? Étant donné que la limite en moins l'infini de la fonction f c'est 0, CF a pour asymptote y égale 0 en moins l'infini. C'est une asymptote horizontale. Passons à la question 3. F est dérivable sur R, déterminez f', la fonction dérivée de la fonction f sur R. On sait que f de x est de la forme x carré moins 2x moins 1 que multiplie exponentielle x. C'est de la forme du coup u fois v. Je pose que u c'est x carré moins 2x moins 1 et v c'est exponentielle x. J'en déduis que u' est égal à 2x moins 2 et v' est égal à exponentielle x. On a alors que f' de x est égal à u'v plus uv'. Ce qui nous donne ici, dans notre contexte, 2x moins 2 que multiplie exponentielle x plus x carré moins 2x moins 1 que multiplie exponentielle x. Si je mets exponentielle x en facteur, il me reste 2x
moins 2, plus x carré moins 2x moins 1. Et après réduction, j'en déduis que f' de x est égal à x carré moins 3, facteur de exponentielle x. Question 4. Déterminer les variations de la fonction f sur R. Vous dresserez le tableau de variation de la fonction L dans lequel apparaîtront les limites. Donc pour cela, je dois étudier le signe de f' de x. Je sais que exponentielle x est plus grand que 0 pour tout réel x. Je vais donc étudier le signe de x carré moins 3. X carré moins 3 vaut 0 lorsque x carré est égal à 3. Et donc, lorsque x est égal à racine carrée de 3, ou x est égal à moins racine carrée de 3. Je vais donc pouvoir dresser le tableau de signes de ma fonction dérivée pour en déduire les variations de ma fonction f. Donc ici, je suis entre moins l'infini et plus l'infini. J'ai deux valeurs d'annulation, moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3. Ici, je vais avoir le signe de exponentielle x qui est toujours positif. Je vais avoir ensuite le signe de x carré moins 3, donc qui s'annule en moins racine carrée de 3 et en racine carrée de 3. Et de signes plus, moins, puis plus, puisque la valeur de a est. Je vais pouvoir en déduire le signe de f' de x, qui est positif, nul, négatif, nul, positif. Et donc, les variations de ma fonction f sont les suivantes. La fonction est croissante, décroissante, puis croissante. La limite en moins l'infini, on a vu que c'était 0. La limite en plus l'infini, on a vu que c'était plus l'infini. Il nous faut calculer f de moins racine carrée de 3 et f de racine carrée de 3. Pour cela, on le fait à la calculatrice ou on le calcule, ça nous fait moins racine carrée de 3 au carré, ça fait 3, moins 2 fois racine carrée de 3 moins 1, donc ça nous fait 2 moins plus 2 fois racine carrée de 3 que multiplie exponentielle de moins racine carrée de 3. Et l'image de racine carrée de 3 par la fonction f, racine carrée de 3 au carré, ça fait 3, 3 moins 1, ça fait 2, moins 2 racine carrée de 3 que multiplie exponentielle de racine carrée de 3. Donc, je mets les valeurs ici, donc ça nous fait 2 plus 2 racine carrée de 3 que multiplie exponentielle de moins racine carrée de 3. Et ici, 2 moins 2 racine carrée de 3 que multiplie exponentielle de racine carrée de 3. Passons à la question 5. Petit a. Déterminez précisément le nombre de solutions de l'équation f de x égale 1. Vous justifierez clairement votre raisonnement. Donc, j'ai refait le tableau de variation de notre fonction f ici. Et donc, on va écrire les valeurs approchées des extrémums locaux. 2 plus 2 racine carrée de 3 exponentielle moins racine carrée de 3, ça fait à peu près 0,98. Et 2 moins 2 racine carrée de 3 exponentielle racine carrée de 3, ça fait à peu près moins 8,27. On cherche à trouver les solutions de f de x égale 1. Ma fonction f, elle passe de 0 à 0,98 en croissant. Donc, on ne rencontre pas 1 ici. Entre moins racine carrée de 3 et 3, notre fonction elle est décroissante et elle part de 0,98 pour passer à moins 8,27. Donc, à nouveau, on ne rencontre pas 1. Puis, sur l'intervalle racine carrée de 3 plus l'infini, ma fonction passe de moins 8,27 à plus l'infini. Donc, à un moment donné, elle rencontre 1. Et donc, j'ai bien une solution alpha sur cet intervalle. Voyons maintenant comment il s'agit de rédiger, puisque là, c'est simplement une approche intuitive et qu'il n'y a rien d'expliqué. Donc, sur moins l'infini,
racine carrée de 3. La fonction f est continue, car composée de fonctions continues, et d'après le tableau de variation, elle admet un maximum de 2 plus 2 racine carrée de 3 exponentielle moins racine carrée de 3 en moins racine carrée de 3. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini racine carrée de 3, on a f de x qui est inférieur ou égal à 2 plus 2 racine carrée de 3 exponentielle moins racine carrée de 3, qui est strictement plus petit que 1. Donc l'équation f de x égale 1 n'admet pas de solution sur moins l'infini racine carrée de 3. Passons maintenant sur l'intervalle racine carrée de 3 plus l'infini. F est continue, car dérivable. Strictement croissante, on le voit d'après le tableau de variation, et 1 est compris entre f de racine carrée de 3 et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 1 admet une unique solution sur racine carrée de 3 plus l'infini. Et donc, conclusion, sur R, f de x égale 1 admet une unique solution alpha. Question B, donner un encadrement à 10-2 près de la solution de l'équation f de x égale 1. À l'aide de la calculatrice, donc, on établit le tableau de valeurs de la fonction f et on regarde entre racine carrée de 3 et plus l'infini pour quelle valeur alpha on va trouver un changement entre l'image qui est plus petite que 1 et l'autre qui est plus grande que 1. Et on affine le pas au fur et à mesure afin d'obtenir ce qui nous intéresse. On va obtenir que f de 2,44 est à peu près égal à 0,84 et f de 2,45 est à peu près égal à 1,19. Donc, on a la valeur alpha qui est compris entre 2,44 et 2,45. On poursuit. On admet que la fonction f admet pour dérivée seconde sur R la fonction f seconde définie par f seconde de x égale x carré plus 2x moins 3 que multiplié exponentielle x. Étudier la convexité de la fonction f sur R. On sait d'après la leçon que
il y a un lien entre le signe de la dérivée seconde et la convexité de la fonction. Donc pour étudier la convexité de la fonction f sur R, on va étudier le signe de la dérivée seconde f seconde de x. Donc f seconde de x, c'est x carré plus 2x moins 3 que multiplie exponentielle x. On sait que quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est positif. Donc le signe de f seconde de x est le même que celui de x carré plus 2x moins 3. Pour cela, nous allons calculer le discriminant. Ça nous donne donc 2 au carré moins 4 fois moins 3. Ce qui nous fait 4 plus 12, ça fait 16. C'est positif, donc il y a deux solutions. La première, moins 2 moins racine carrée de 16 sur 2, ce qui fait moins 2 moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 3. Et la deuxième, moins 2 plus racine carrée de 16 sur 2, ça fait moins 2 plus 4 sur 2, ce qui fait 1. Donc, on va pouvoir dresser le tableau de signes de notre dérivée seconde. Donc, entre moins l'infini et plus l'infini, les deux valeurs d'annulation de notre dérivée seconde, moins 3 et 1. Et donc, le signe de f seconde de x, qui est le même que celui de x carré plus 2x moins 3, il est plus, moins, puis plus, puisque la valeur de a, c'est 1 qui est positif. Et donc, la convexité de f va pouvoir se déduire. Lorsque la dérivée seconde est positive, notre fonction, elle est convexe. Lorsque notre dérivée seconde est négative, notre fonction, elle est concave. Et donc, notre dérivée seconde est positive, elle est à nouveau convexe. Et on a deux points d'inflexion qui sont x égale moins 3 et x égale 1. Question 6b. La tangente à la courbe CF en 0 a pour équation y égale moins 3x moins 1. En déduire que pour tout réel x de l'intervalle moins 3, 1, on a x carré moins 2x moins 1 qui est inférieur ou égal à moins 3x moins 1 sur exponentielle x. Sur l'intervalle moins 3, 1, on sait que f est concave. Et donc que CF est toujours en dessous de ces tangentes. Donc, quel que soit x appartenant à moins 3, 1, on a f de x qui est inférieur ou égal à l'équation de la tangente que l'on a ici, moins 3x moins 1. C'est-à-dire x carré moins 2x moins 1 que multiplie exponentielle x qui est inférieur ou égal à moins 3x moins 1. Mais comme exponentielle x est positif, on en déduit en divisant par exponentielle x que c'est équivalent à x carré moins 2x moins 1 qui est inférieur ou égal à moins 3x moins 1 sur exponentielle x. Passons à l'exercice 2. On considère le cube ABCDEFGH de côté 1, le milieu I de EF et J le symétrique de E par rapport à F. Dans tout l'exercice, l'espace est reporté à un repère orthonormé A, AB, AD, AE. Première question. Par lecture graphique, donnez les coordonnées des points I et J. Donc, le point I étant le milieu de EF, il va être de coordonnées 1,5, 0. Le point J, de la même manière, il est de coordonnées AB, c'est comme si on le mettait deux fois, donc 2, 0 à nouveau pour la deuxième coordonnée, et 1
pour la cote. Question B. En déduire les coordonnées des vecteurs DJ, BI et BG. Le point D, lui, il est de coordonnées 0, 1, 0, puisque le point D fait partie d'un des vecteurs unités de notre repère. Donc, DJ va être de coordonnées 2 moins 0, ça fait 2, 0 moins 1, ça fait moins 1, 1 moins 0, ça fait 1. Le point B, lui aussi, est un des points qui détermine le repère, donc il est de coordonnées 1, 0, 0. À ce moment-là, le vecteur BI est de coordonnées 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. 0 moins 0, ça fait 0. Et 1 moins 0 qui fait 1. Et pour terminer, BG, G, lui, est de coordonnées 1, 1, 1. Et donc, le vecteur BG est de coordonnées 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 0 qui fait 1 et 1 moins 0, ce qui fait 1. Montrer que le vecteur DJ est un vecteur normal au plan BGI. On peut déjà vérifier que BI et BG n'ont pas leurs coordonnées proportionnelles. Donc, ils ne sont pas collinéaires. Donc, BI et BG sont deux vecteurs directeurs du plan BIG. Pour que le vecteur DJ soit normal au plan BGJ, il faut qu'il soit orthogonal à deux vecteurs directeurs de ce plan. Et donc que le produit scalaire des vecteurs DJ avec les deux vecteurs directeurs du plan soit égal à 0. Si je calcule DJ scalaire BI, ça fait 2 fois moins 1 demi. Moins 1 fois 0 plus 1 fois 1. Ce qui nous fait moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0. Si je calcule DJ scalaire BG, ça nous fait 2 fois 0, moins 1 fois 1, plus 1 fois 1, ce qui nous fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, le vecteur DJ est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan BGI. Donc, DJ, un vecteur normal au plan BGI. On poursuit. On note D. La droite passant par F est orthogonale au plan BGI. On considère le point L de coordonnées 2 tiers, 1 sixième, 5 sixièmes. Montrer que L est le point d'intersection de la droite D et du plan BGI. Pour cela, on doit montrer en fait que le point L appartient à la fois à la droite D et aussi au plan BGI. Donc, on va montrer que L appartient à D et L appartient à BGI. Si le point L appartient à la droite D, qui est orthogonale au plan BGI, il faut que le vecteur FL soit normal au plan BGI. Donc, que
FL soit collinéaire avec le vecteur normal précédemment trouvé, c'est-à-dire le vecteur DJ. Le vecteur FL, L, il était coordonné 2 tiers, 1 sixième, 5 sixièmes. Le point F, il est de coordonnées 1, 0, 1. Donc le vecteur FL, il est de coordonnées 2 tiers moins 1, ça fait moins 1 tiers. 1 sixième moins 0, ça fait 1 sixième. Et 5 sixièmes moins 1, ça fait moins 1 sixième. Le vecteur DJ, lui, on l'a précédemment trouvé. Il était de coordonnées 2, moins 1 et 1. On constate que si je fais moins 1 sixième du vecteur DJ, je trouve le vecteur FL. Donc, les vecteurs sont collinéaires. Et donc, L appartient à la droite D. Montrons maintenant que le point L appartient au plan BGI. Pour que L appartient au plan BGI, si et seulement si les vecteurs BL, BG et BI sont coplanaires. Et ça, c'est vrai si et seulement si il existe alpha, bêta de réels tels que le vecteur BL va s'écrire alpha fois le vecteur BG plus bêta fois le vecteur BI. Le vecteur BL, il est de coordonnées 2 tiers moins 1, 1 sixième et 5 sixièmes. Ce qui donne pour BL moins 1 tiers, 1 sixième et 5 sixièmes. Le vecteur BG, on a calculé ses coordonnées précédemment. C'est 0, 1 et 1. Le vecteur BI, on a calculé ses coordonnées précédentes. C'est moins 1 demi, 0 et 1. Et donc, pour avoir le vecteur BL qui est égal à alpha fois le vecteur BG plus bêta fois le vecteur BI, on doit avoir moins 1 tiers qui est égal à 0 alpha moins 1 demi de bêta, 1 sixième qui est égal à alpha 1 alpha plus 0 bêta, et 5 sixièmes qui est égal à alpha plus bêta. De notre première équation, on en déduit que bêta doit être égal à 2 tiers. Deuxième équation nous donne alpha égale 1 sixième. Et si je fais 1 sixième plus 2 tiers, je trouve bien 5 sixièmes. On a bien le vecteur BL qui est égal à 1 sixième du vecteur BG plus 2 tiers du vecteur BI. Et donc, on en déduit que L appartient au plan BGI. Et donc, on a bien le point L qui est l'intersection de la droite D et du plan BGI, puisque c'est le point qui appartient aux deux éléments, la droite et le plan. Question 3.
Calculer le produit scalaire AB AJ. Alors, le vecteur AB, il est de coordonnées 1, 0, 0. Le vecteur AJ, il est de coordonnées 2, 0, 1. Si je calcule AB scalaire AJ, j'ai égal à 1 fois 2 plus 0 fois 0 plus 0 fois 1, ce qui nous fait 2. Calculer la distance AB et la distance AJ. Étant donné que j'ai les coordonnées des vecteurs, ça nous fait la racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré, ce qui nous fait 1. La distance AJ, de la même manière, c'est la racine carrée de 2 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré, ce qui nous fait racine carrée de 5. Question C. En déduire une mesure au dixième de degré près de l'angle BAJ. Le produit scalaire AB scalaire AJ, je peux l'écrire aussi comme étant égal à AB fois AJ fois le cosinus de l'angle BAJ. Ce qui nous fait 1 fois racine carrée de 5 fois le cosinus de l'angle BAJ. Mais AB scalaire AJ, on a démontré que c'est égal à 2. Donc, on a racine carrée de 5 cosinus de l'angle BAJ qui est égal à 2. Ce qui nous donne que le cosinus de l'angle BAJ est égal à 2 sur racine carrée de 5. Et en utilisant la calculatrice avec cos moins 1, on obtient que l'angle BAJ au dixième de degré près vaut 26,6 degrés. Voilà, j'espère que cette correction vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. Maintenant, il s'agit de la travailler de manière un petit peu plus précise, de manière à être sûr d'avoir parfaitement compris. Et donc, je vous souhaite un bon travail.